Quand j'ai commencé à descendre dans les carrières sous Paris, je m'attendais à l'histoire conventionnelle, d'anciennes carrières romaines, élargies au Moyen-Âge, puis abandonnées. Une simple extraction de calcaire qui a laissé des tunnels vides sous la ville. Mais dès les premières heures sous terre, cette illusion s'est effondrée. Les voûtes en berceau s'étendaient dans une uniformité parfaite, trop loin pour être naturelle. Les surfaces étaient impossiblement lisses pour du cisèlement à la main. Puis j'ai trouvé les photographies de Nadar de 1860 et 1 à 62, des piliers avec chapiteaux sculptés, des corbeaux décoratifs, des arcs architecturaux, pas des tunnels bruts de carrière. De l'architecture souterraine identique aux bâtiments en surface, 300 km de précision géométrique, créés soi-disant avant l'éclairage électrique, avant les outils d'arpentage modernes, avant les systèmes de ventilation. Je pensais étudier des carrières. En quelques jours, j'ai réalisé que je documentais autre chose entièrement. Ces cartes montraient un alignement parfait avec la grille de rue d'avant Haussmann. Ce n'étaient pas des mines, c'étaient les fondations de quelque chose que nous ne reconnaissons plus. Je m'attendais à une chronologie simple. Les Romains creusent le calcaire, les bâtisseurs médiévaux élargissent les tunnels, le XVIIIe siècle les abandonne. Une progression logique d'extraction minière. Mais quand j'ai examiné les premières photographies souterraines de Nadar prises en 1860 et 1 à 62, quelque chose n'allait pas. Ces images ne montraient pas des tunnels de mines brutes. Elles montraient des piliers en pierre taillée avec des chapiteaux décoratifs, des corbeaux sculptés, des portes voûtées entre les chambres, des éléments architecturaux qui n'ont aucune fonction dans une opération minière. Pourquoi un carrier installerait-il des décorations dans l'obscurité totale, à 20 mètres sous terre, dans un espace que personne ne verrait jamais? Les cartes de l'inspection générale des carrières de 1777 montraient la même régularité géométrique. Pas l'irrégularité chaotique de l'extraction aléatoire, mais des espacements précis, des angles droits, des intersections planifiées. J'ai commencé à chercher les dossiers de construction, les registres d'ouvriers, les inventaires d'outils, les rapports d'accidents pour des siècles de travail souterrain continu. Rien. Pas de ledgers de paiement, pas de contrat, pas de documentation des méthodes utilisées. Seulement l'apparition soudaine des efforts de consolidation à partir de 1777. Comme si ces tunnels avaient simplement existé, attendant d'être découverts plutôt que créés. Et les voûtes en berceau elles-mêmes, des plafonds incurvés parfaits s'étendant sur 6 à 8 mètres, traversant des centaines de kilomètres, soi-disant taillés à la lumière des bougies, sans système de ventilation, sans équipement d'arpentage au-delà de cordes et de boussoles. La précision requise pour maintenir cette courbure dans l'obscurité totale, à travers des kilomètres de roches, dépasse ce que les outils à main peuvent accomplir. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose dans ces cartes de 1777. Chaque section de tunnel avait déjà été mesurée, déjà documentée, comme si quelqu'un les découvrait, pas les créait. En 1777, Paris a formé l'inspection générale des carrières. Officiellement, c'était une réponse aux effondrements de rues qui menaçaient la ville. Une agence d'inspection pour cartographier les dangers souterrains et prévenir de futures catastrophes. Je m'attendais à trouver des cartes grossières, des approximations prudentes créées par des arpenteurs explorant des tunnels dangereux avec des cordes et des bougies. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Les cartes de l'IGC montraient une connaissance complète du réseau de tunnels. Angles d'arpentage précis, mesures d'élévation, documentation des couches géologiques, orientation cohérente et échelle, le genre de précision cartographique qui nécessite un équipement d'arpentage moderne, pas des outils du XVIIIe siècle. Ces cartes documentaient 300 km d'espace souterrain tridimensionnel. Pour créer de telles cartes avec seulement des cordes, des boussoles et des bougies nécessiterait une corrélation surface-profondeur, des points d'accès verticaux pour vérifier les positions, des mesures triangulées à travers plusieurs niveaux, mais aucun de ces points d'accès n'apparaît dans les dossiers de construction, aucun journal d'arpentage décrivant la méthodologie. Aucune formation documentée pour les arpenteurs qui auraient effectué ce travail monumental. Les cartes apparaissent simplement, complètement formées, en 1777, comme si elles avaient été copiées d'une source préexistante plutôt que créées par l'exploration. J'ai cherché les journaux, les descriptions étape par étape de comment ils ont cartographié ces sections, comment ils ont maintenu l'orientation dans l'obscurité totale, comment ils ont mesuré les élévations sans instruments verticaux. Ces dossiers n'existent pas. Les cartes montrent des motifs géométriques qui s'alignent avec les tracés de rues en surface datant d'avant les rénovations d'Haussmann. Cela suggère un système de grilles hérité à la fois au-dessus et en dessous du sol, pas une extraction séquentielle puis une construction, mais une planification urbaine intégrée entre surface et sous-sol. Les cartes n'étaient pas des approximations grossières, c'étaient des plans architecturaux. Et elles montraient quelque chose d'autre, des passages scellés marqués inaccessibles sans explication de ce qui les rendait inaccessibles. À partir de 1777, Paris a commencé à installer des piliers de consolidation dans tout le réseau de carrières.
officiellement pour prévenir les effondrements, pour stabiliser les chambres souterraines et protéger les rues au-dessus. Je m'attendais à trouver des supports de fortune, des constructions d'urgence érigées rapidement pour arrêter les effondrements imminents. Au lieu de cela, j'ai trouvé une maçonnerie en pierre avec une précision géométrique, des blocs de calcaire taillés à des dimensions identiques, un mortier nécessitant une connaissance hydraulique soi-disant perdue depuis l'époque romaine. Ces piliers n'étaient pas des supports précipités, c'était de l'architecture. Des photographies contemporaines montrent leur uniformité, chaque bloc coupé selon les mêmes spécifications, les joints si serrés qu'on ne pourrait pas glisser une lame de rasoir entre eux. Le mortier mélangé avec des ratios d'eau précis et des temps de durcissement qui nécessitent une expertise en ingénierie. Des milliers de ces piliers ont été installés à travers 300 km de tunnels en quelques décennies, chacun nécessitant une coupe de précision, un transport à travers des passages étroits, une installation dans l'obscurité complète, avec du mortier qui demande des conditions spécifiques pour durcir correctement, soi-disant accompli par des ouvriers maniant des bougies. J'ai cherché les contrats de construction, les listes d'ouvriers, les dossiers d'approvisionnement en matériaux, les rapports d'accident de ce projet de construction souterrain massif. Rien. Seulement des ordres administratifs de consolider. Pas de documentation de comment cela a été accompli, par qui ou avec quels outils. Puis j'ai remarqué les motifs d'espacement. Les piliers suivent des intervalles harmoniques, 3, 6 mètres, 7, 2 mètres, 14, 4 mètres. Pas un placement aléatoire basé sur l'instabilité structurelle, mais des distances récurrentes suggérant une fonction acoustique ou de distribution de pression. Le genre de motif trouvé dans les systèmes de résonance basés sur l'eau. Et puis j'ai trouvé les murs, pas les murs de carrière en calcaire, les murs à l'intérieur des carrières, divisant les sections, bloquant les passages, installés avec la même précision que les piliers, comme si quelqu'un sectionnait des zones qui ne devraient pas être accessibles. J'ai commencé à cataloguer les chambres scellées dans tout le réseau de tunnels, des passages remplis de gravats, des murs briqués, des puits délibérément effondrés. Ce qui m'a frappé, c'était le timing, pas une fermeture progressive sur des siècles, mais un scellement systématique pendant une fenêtre étroite de 1780 à 1810, coïncidant avec la Révolution française et la période napoléonienne. Les rapports de l'IGC documentent des sections dangereuses scellées pour la sécurité publique. Mais quand j'ai examiné des photographies modernes de spéléologues montrant ces passages briqués, j'ai pu voir à travers les interstices, des arcs, de la pierre taillée, des surfaces habillées, de l'architecture, pas des tunnels de mine brute. Des centaines de sections de passages ont été scellées à travers l'ensemble du réseau en 30 ans. Cela nécessite une main-d'œuvre organisée, le transport de matériaux, une coordination qui ne devrait pas exister pendant la période politique la plus chaotique de France. Pourtant, cela s'est produit, systématiquement, délibérément. À travers toute la ville souterraine, j'ai cherché les rapports de sécurité expliquant pourquoi des sections spécifiques étaient dangereuses, les évaluations d'ingénierie, les dossiers d'incidents d'effondrement justifiant les fermetures. Ces documents n'existent pas, seulement des ordres administratifs de scellés, avec des sections choisies apparemment arbitrairement à travers le réseau. Mais quand j'ai cartographié les sections scellées, un motif a émergé. Elle corrélait avec les zones montrant l'architecture la plus sophistiquée, chambres voûtées, grappes de piliers sculptés, passages alignés avec des bâtiments de surface de la période pré-révolutionnaire. Les sections les plus architecturalement avancées étaient celles scellées en premier, pas le hasard, pas la sécurité publique. Le scellement n'était pas aléatoire, c'était chirurgical. Il n'empêchait pas l'accès à des tunnels dangereux, ils empêchaient l'accès à autre chose. Et cela nous amène aux catacombes, qui occupent moins de 1% du réseau de carrière. 1%, et c'est exactement là que commence notre prochaine découverte. Entre 1786 et 1788, Paris a créé les catacombes, officiellement une solution au cimetière débordant. Les corps menaçaient la santé publique, alors les restes ont été transférés sous terre, une ossaire pour résoudre une crise d'hygiène. Je m'attendais à trouver un entassement utilitaire de restes. Au lieu de cela, j'ai trouvé de l'architecture. Les photographies montrent des motifs de murs d'os avec des dessins géométriques, des motifs répétitifs, des arrangements structurés, dessins de barils, formes de cœur, motifs de croix. Cela nécessite une planification architecturale, pas un empilage utilitaire. Quelqu'un a organisé 6 millions de restes squelettiques en motifs décoratifs. 6 millions, transférés à travers des passages de tunnels étroits, triés, nettoyés, arrangés en motifs complexes, en 2 ans, tout souterrain, à la lumière des bougies. Sans crise sanitaire documentée des travailleurs, malgré la manipulation de restes de l'époque de la peste. Aucune logistique de transport, aucun dossier d'ouvriers. Aucune documentation de supervision du clergé, aucun rapport d'incident sanitaire, seulement un décret administratif de transférer les restes, suivi d'une annonce d'achèvement. Et les catacombes occupent 7 km du réseau de 300 km, moins de 1%.
Pourquoi utiliser si peu? Pourquoi choisir ces sections spécifiques? Les arrangements d'os suivent des motifs de géométrie sacrée. Ratiosphi, cercle semblable à des mandalas, dessins fractales répétitifs, le genre de motif trouvé dans l'architecture harmonique, et les catacombes occupent les sections de tunnels avec les voûtes les plus sophistiquées, les chambres avec la meilleure acoustique, les espaces qui ressemblent le plus à des salles cérémonielles ou à des espaces de résonance. Comme si les catacombes n'ont pas été créées pour héberger les morts, mais pour réutiliser des espaces préexistants, pour remplir des chambres qui servaient déjà à un autre but. Les os n'ont pas simplement été déplacés, ils ont été installés. Comme si les catacombes n'avaient pas été créées pour abriter les morts, mais pour obscurcir ce pourquoi ces tunnels avaient été conçus à l'origine. J'ai commencé à tracer la présence d'eau dans tout le système de carrière. Rivières souterraines, canaux de drainage, sections inondées. Officiellement, c'est une infiltration d'aquifères naturels, de l'eau de nappe s'écoulant dans les tunnels. Mais quand j'ai examiné les cartes hydrauliques de l'IGC et les photographies contemporaines, j'ai réalisé que ce n'était pas de l'infiltration aléatoire. C'étaient des voies navigables architecturales, des canaux taillés avec des bords habillés, des virages à angle droit, des changements d'élévation suggérant un système de distribution contrôlé. Ces canaux maintiennent des gradients cohérents sur des kilomètres, avec des surfaces en pierre lisse nécessitant un outillage de précision, tous intégrés dans les murs des carrières, comme si la gestion de l'eau était le but de conception principale, pas l'extraction minière. Pourquoi des carriers créeraient-ils des canaux d'eau précis? Pourquoi maintenir des gradients spécifiques si l'objectif était simplement de drainer les eaux souterraines gênantes? J'ai cherché les dossiers d'ingénierie hydraulique, les journaux de maintenance, la documentation des systèmes de pompage qui auraient été requis si c'était des drainages de carrières. Ces dossiers n'existent pas. Les canaux apparaissent dans les archives déjà fonctionnels, déjà en train de diriger l'eau, comme s'ils avaient été conçus ainsi dès le départ. Les canaux d'eau s'alignent avec la géométrie des tunnels à des intervalles spécifiques. Les directions d'écoulement corrèlent avec les fontaines de surface et les puits du Paris pré-industriel. Cela suggère un système hydraulique intégré, utilisant le réseau souterrain comme infrastructure de distribution de pression, pas du drainage, de la livraison. J'ai commencé à voir le système entier différemment, pas comme des carrières avec des problèmes d'eau, mais comme une infrastructure d'eau, avec de l'extraction de calcaire comme couverture. Les tunnels suivent les lignes d'eau. Les chambres se connectent aux canaux, les puits verticaux s'alignent avec les points de pression en surface. C'est un réseau hydraulique, un système de distribution d'eau utilisant la pression géologique et les gradients naturels pour déplacer l'eau à travers Paris. Ces canaux ne drainaient pas les eaux souterraines, ils la livraient. L'ensemble du réseau souterrain était un système hydraulique et l'extraction de calcaire était juste l'excuse qu'on nous a apprise pour expliquer son existence. J'ai cartographié la distribution des puits de ventilation à travers le réseau, officiellement installé après 1777 pour prévenir les accumulations de gaz et améliorer la circulation de l'air dans les tunnels dangereux. Mais les gravures du XVIIIe siècle montrent des tours de ventilation au-dessus du sol avant que la préoccupation officielle du danger de carrière n'existe. Les cartes de l'IGC marquent les positions de puits formant des motifs de grilles géométriques, pas un placement aléatoire, des points de triangulation, des alignements de lignes de visée, des espacements récurrents suggérant un système planifié. Ces puits traversent 20 à 30 mètres de calcaire solide avec une verticalité parfaite, émergeant au niveau de la rue à des emplacements précis, soi-disant créés comme une réflexion après coup suite aux préoccupations d'effondrement de 1777. Pourtant, les cartes montrent de nombreux puits antérieurs à la formation de l'IGC. Comment des puits verticaux parfaits ont-ils été forés à travers une roche solide avant que les préoccupations de sécurité ne justifient leur création? J'ai cherché les dossiers de forage, les permis de construction, les négociations de propriété de surface pour les installations de puits. Ces documents n'existent pas. Les puits apparaissent dans les archives de la ville déjà existants. La propriété indéfinie, les dates de construction inconnues, comme s'ils avaient toujours été là. Les positions de puits forment une grille de géométrie sacrée à travers la surface de Paris, avec des intervalles d'espacement correspondant au placement des piliers souterrains. Cela suggère un système de ventilation intégré au-dessus, en dessous, ou peut être pas de ventilation du tout. Quelque chose nécessitant un positionnement précis à travers toute la grille urbaine. Un système de résonance acoustique, un réseau de distribution de pression, les puits s'alignent avec des bâtiments de surface significatifs, des monuments, des places, des intersections, comme s'ils étaient des points nodaux dans un système plus large. Les puits n'ont pas été ajoutés pour rendre les carrières plus sûres. Ils ont toujours été là, et leur placement suggère qu'ils n'étaient pas pour l'air. Ils étaient pour quelque chose qui nécessitait un positionnement précis à travers toute la grille de la ville. J'ai découvert des sections de tunnels sous des monuments parisiens spécifiques, Notre-Dame, le Panthéon, les jardins du Luxembourg. Ces sections montrent une continuité architecturale entre les chambres souterraines et les bâtiments de surface. La même pierre, les mêmes techniques de taille,
les mêmes proportions géométriques. Les dessins d'archives montrent des chambres souterraines directement sous les monuments majeurs, avec des détails architecturaux correspondants. Les photographies modernes révèlent du calcaire taillé correspondant aux façades des bâtiments de surface, des chambres souterraines avec un habillage de pierre de qualité cathédrale, des voûtes en encorbellement, des éléments décoratifs, soi-disant antérieurs aux bâtiments de surface avec lesquels elles s'alignent. Cela suggère soit une séquence de construction impossible, soit une construction simultanée au-dessus, en dessous. Pourquoi construiriez-vous une cathédrale directement au-dessus d'une chambre souterraine sophistiquée si cette chambre existait déjà? Pourquoi ne pas la documenter lors de l'excavation des fondations? J'ai cherché les dossiers d'excavation de fondations pour les monuments de surface mentionnant l'architecture souterraine préexistante. Les rapports d'ingénierie traitant de pourquoi les monuments ont été construits précisément au-dessus de ces sections de tunnels sophistiqués. Ces dossiers n'existent pas. Les bâtiments apparaissent dans les archives construits sur un terrain vide, sans mention de ce qui se trouve en dessous. L'alignement architectural souterrain surface suggère une construction intégrée comme un système unique. Les monuments positionnés comme points d'accès ou nœuds harmoniques dans un réseau géométrique plus large, couvrant à la fois la surface et le sous-sol. Pas une construction séquentielle, une construction simultanée. Si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle de reconnaissance que j'ai ressentie en découvrant cela, que quelque chose est fondamentalement faux avec l'histoire qu'on nous a apprise, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant » parce que ce qui vient ensuite change tout. Ces bâtiments n'ont pas été construits au-dessus de carrières. Ils ont été construits comme partie intégrante des carrières. Ou plutôt, ils ont tous deux été construits comme partie de quelque chose d'autre entièrement. Entre 1853 et 1870, le baron Haussmann a rénové Paris, officiellement un projet de modernisation, élargir les rues, améliorer l'assainissement, créer les grands boulevards que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand j'ai examiné les photographies avant, après, j'ai remarqué quelque chose. Le Paris d'avant, Haussmann, montrait des entrées de tunnels visibles, des tours de ventilation, des caractéristiques architecturales connectant la surface au sous-sol. Après la rénovation, ces caractéristiques avaient disparu. Les documents de planification urbaine montrent des réalignements de rues délibérés qui enterrent les points d'accès précédents. Pas accidentellement, systématiquement. La rénovation a accompli une refonte urbaine complète en 10 à 7 ans. Cela nécessite une connaissance de l'ensemble du système de tunnels pour éviter de le perturber tout en obscurcissant simultanément l'accès à celui-ci. Comment réorganisez-vous une ville entière au-dessus de 300 km de tunnels sans les documenter? J'ai cherché les rapports d'ingénierie traitant du réseau souterrain pendant la planification de la rénovation, les évaluations de sécurité, la documentation des intersections de tunnels avec le nouveau système d'égout. Ces dossiers n'existent pas. La rénovation procède comme si le réseau de tunnels de 300 km n'existe pas sous les zones de construction. Les nouveaux égouts d'Haussmann passent à travers certaines zones sans reconnaître les tunnels existants en dessous, comme si deux Paris séparés occupaient le même espace, un ignorant l'autre. La nouvelle grille de rue d'Haussmann brise les alignements géométriques préexistants entre surface et sous-sol. Les nouveaux boulevards coupent à travers les anciens motifs harmoniques, cela suggère une rupture délibérée d'un système architectural intégré. Pas de modernisation, de concilement. La rénovation n'était pas de la modernisation, c'était de la dissimulation. Il ne construisait pas un nouveau Paris au-dessus de l'ancien Paris. Il coupait la connexion entre surface et sous-sol, comme si quelque chose devait être oublié. J'ai découvert un écart dans la documentation photographique. Les photographies souterraines de Nadar des années 1860 montrent une sophistication architecturale que la documentation ultérieure évite délibérément. La photographie du XXe siècle se concentre exclusivement sur le récit de carrière, évitant les mêmes angles et chambres que Nadar a capturés. Les comparaisons côte à côte révèlent le changement. Les images de Nadar montrent des piliers architecturaux, des voûtes décoratives, des espaces géométriques. La photographie moderne de tourisme des catacombes montre des tunnels bruts, des murs de pierre rugueux, une esthétique de mine, comme si deux endroits différents. Les dossiers d'archives montrent que la collection photographique complète de Nadar n'a jamais été entièrement publiée. Beaucoup de plaques perdues. Les sélections publiées excluent les images les plus architecturalement sophistiquées en faveur de l'esthétique carrière pittoresque. Et il y a quelque chose d'autre dans les photographies de Nadar. Éclairage électrique souterrain en 1860 et 1 à 62, des années avant l'éclairage électrique de surface à Paris, sans documentation de la source d'alimentation, sans installation, sans but d'illuminer des carrières abandonnées. Comment Nadar a-t-il éclairé ces espaces? Pourquoi était-il déjà équipé pour l'éclairage des années avant que la technologie ne devienne standard? J'ai cherché les plaques photographiques originales de Nadar, les dossiers d'exposition,
La documentation de commission, largement manquant dans les archives. Ce qui reste a été sélectionné, édité, réduit aux images qui correspondent au récit de carrière, pendant que les autres ont simplement disparu des archives publiques. Les photographies supprimées de Nadar montrent les mêmes éléments architecturaux trouvés dans les structures tartariennes documentées en Russie et en Asie centrale. Précision géométrique, proportions harmoniques, caractéristiques d'eau intégrée. Cela suggère que le sous-sol parisien faisait partie d'un système architectural plus large. Les photographies existaient, elles ont été exposées, elles ont été documentées. Et puis elles ont été sélectionnées, éditées, réduites aux images qui correspondent au récit de carrière, tandis que les autres ont simplement disparu des archives publiques. En 1955, Paris a officiellement fermé 99% du réseau de tunnels, avec des sanctions pénales pour l'entrée non autorisée, appliquées par une unité de police dédiée appelée les cataflix, traitant l'exploration souterraine comme un crime grave plutôt qu'une simple intrusion urbaine. Les documents juridiques criminalisent l'entrée dans les catacombes. Les rapports de police documentent les arrestations. Les photographies montrent des passages bloqués scellés avec du béton moderne, des grilles renforcées, des systèmes de surveillance installés sous terre. Des centaines de points d'accès à travers le réseau de 300 km ont été systématiquement scellés en quelques décennies du milieu du XXe siècle, avec une application continue nécessitant des ressources dédiées, un niveau de sécurité incohérent avec la protection de carrières de calcaire abandonnées. Pourquoi traiter l'exploration de carrières comme un crime grave? Pourquoi dédier une unité de police entière à empêcher l'accès? J'ai cherché la justification de sécurité publique pour le niveau de criminalisation. Les rapports d'incidents spécifiques expliquant pourquoi les tunnels qui étaient accessibles, bien que restreints, pendant des siècles, ont soudainement nécessité une sécurité maximale. L'explication de quelles sections sont priorisées pour le scellement. Ces documents n'existent pas. Seulement des ordres administratifs de fermer, de sceller, d'appliquer, sans justification publique. Et quand j'ai cartographié les sections les plus fortement restreintes, un motif a émergé. Elle corrèle avec les zones montrant la plus grande sophistication architecturale dans la documentation pré-restriction. Les chambres avec les voûtes les plus complexes. Les passages avec le placement de piliers le plus précis, les sections avec des caractéristiques d'eau intégrées. Les sections les plus architecturalement avancées sont devenues les plus sévèrement restreintes. Ils ne gardent pas les gens hors de tunnels dangereux, ils gardent les gens loin de sections spécifiques, les sections qui ne correspondent pas au récit. Et cela nous amène à ce qui se trouve dans ces sections scellées. Et c'est exactement là que commence notre prochaine découverte. J'ai compilé des rapports d'explorateurs urbains, de travailleurs de maintenance et de chercheurs qui ont accédé aux sections scellées avant les restrictions. Leurs descriptions correspondent. Chambres avec des caractéristiques absentes de la documentation officielle, dômes taillés, architecture acoustique, citernes d'eau avec des mécanismes de pression. Les photographies illicites des sections scellées montrent une taille de pierre sophistiquée, surface courbe, blocs ajustés, niches acoustiques. Les rapports de maintenance divulgués décrivent une architecture anomale dans les zones restreintes. Ces caractéristiques nécessitent une précision de taille de pierre au-delà de la capacité des outils à main. Les chambres à dôme avec des surfaces courbes parfaites, les niches acoustiques montrant une connaissance des propriétés des ondes sonores, les mécanismes de libération de pression dans les citernes d'eau suggérant une sophistication d'ingénierie hydraulique incohérente avec toute période historique documentée de création de tunnels. Pourquoi des carriers créeraient-ils des chambres à dôme acoustiques? Pourquoi intégrer des mécanismes de pression hydraulique dans des carrières abandonnées? Les relevés architecturaux officiels n'ont jamais catalogué ces caractéristiques. Les cartes de l'IGC montrent ces sections comme effondrées ou inaccessibles malgré les preuves d'explorateurs d'une architecture intacte et sophistiquée. Les dossiers de maintenance décrivant les caractéristiques ne sont jamais publiés publiquement, et ces caractéristiques correspondent aux éléments architecturaux tartariens documentés. Chambre de résonance en dôme, système énergétique basé sur l'eau, points focaux acoustiques, précision géométrique. Cela suggère que le sous-sol parisien était un nœud dans un réseau d'infrastructures civilisationnelles plus large. Ces caractéristiques n'étaient pas des anomalies. C'était le point, l'ensemble du système, les tunnels, les canaux d'eau, les puits de ventilation, l'espacement géométrique. Ce n'était pas une infrastructure construite par une civilisation, c'était la civilisation. Un système que nous avons hérité, mal compris et délibérément oublié. Et cela nous amène à ce que cela signifie. Et c'est exactement là que commence notre conclusion. J'ai synthétisé les preuves dans le cadre tartarien. Le sous-sol parisien n'a pas été exploité puis construit. Il a été hérité comme un système architectural intégré, la civilisation française post-XVIIIe siècle, occupant, sectionnant et recadrant narrativement une technologie qu'elle ne pouvait ni répliquer ni comprendre.
Les photographies comparatives montrent des caractéristiques du sous-sol parisien aux côtés de structures tartariennes documentées. Les fondations de la cathédrale de Kazan, les villes souterraines d'Asie centrale, les mêmes techniques de taille de pierre, les mêmes proportions géométriques, les mêmes systèmes hydrauliques intégrés. Les cartes montrent des alignements géométriques couvrant une échelle continentale. Pas des coïncidences, des connexions. L'ensemble du cadre défie toute la chronologie officielle. 300 km de tunnels architecturaux avec des systèmes hydrauliques, précision géométrique, conception acoustique, intégration de surface, existante avant le développement documenté des technologies requises, arpentage moderne, ingénierie hydraulique, taille de pierre à grande échelle. Système de ventilation. Comment créez-vous ce système sans ces technologies? La réponse, vous ne le créez pas, vous l'héritez. Absence complète de dossiers de construction, de témoignages d'ouvriers, de documentation d'ingénierie, de développement technologique, pour un système qui représente l'un des plus grands projets architecturaux souterrains de l'histoire humaine, seulement l'apparition soudaine des efforts d'inspection et de consolidation à la fin du XVIIIe siècle, comme si ces tunnels étaient découverts, pas créés. Le sous-sol parisien représente un nœud occidental du système hydraulique acoustique géométrique tartarien, avec des monuments de surface construits comme point d'accès ou de résonance pour l'infrastructure souterraine. La rénovation d'Haussmann coupe cette connexion, tandis que les restrictions modernes empêchent la redécouverte. Nous n'avons pas construit Paris, nous l'avons occupé. Le sous-sol n'a pas été excavé, il a été hérité. L'architecture n'a pas été construite, elle a été dégradée, sectionnée et renarrée. C'était la Tartarie, une civilisation qui utilisait l'eau, la géométrie et la pierre comme technologie intégrée. Et sous Paris, sous chaque passage scellé, chaque section restreinte, chaque tunnel marqué inaccessible, ce système existe toujours, en attente. Qu'est-ce qui se trouve d'autre en dessous? Qu'est-ce qu'on nous a appris d'autre à appeler carrière ou mine ou catacombe? Qu'avons-nous d'autre hérité et oublié? La question n'est pas de savoir si c'était la Tartarie. La question est, quoi d'autre l'était?